que la température de surface de Vénus est de 900 degrés de hauteur. C'est 100 acres de plomb qui seraient en fusion à cette température. Et quand il pleut de l'acide sulfurique. Et la pression de l'air est 100 fois supérieure à celle de la Terre. Elle vous écraserait. Les Soviétiques ont fait plusieurs découvertes révolutionnaires. Les Soviétiques étaient en tête de la course à l'espace, mais au milieu des victoires et des triomphes, il y avait plusieurs secrets et histoires tenus à l'écart du public et des autres rivaux de l'espace. Ces secrets ont été révélés par un astronaute soviétique juste avant sa mort. Quels sont ces nombreux secrets et pendant combien de temps les Soviétiques les ont-ils cachés? En outre, comment affectent-ils notre connaissance du cosmos? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir comment un astronaute soviétique rompt le silence avant sa mort et révèle un secret terrifiant. Bienvenue sur Voyage Quantique. Le monde entier se souviendra de l'histoire du premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, et de l'agence qui a rendu ce rêve possible, la NASA. Mais si la NASA a été la première au monde à déployer un homme sur la Lune, elle n'a pas été la première à l'explorer. Cette couronne revient à l'Union soviétique. Mais en plus d'avoir marqué un point en envoyant le premier objet fabriqué par l'homme sur la Lune, l'Union soviétique a réalisé un autre exploit apparemment impossible. Elle a été la première à envoyer un objet fabriqué par l'homme dans l'atmosphère d'une autre planète. La planète en question est Vénus. La guerre pour la suprématie entre les États-Unis et les Russes ne s'est pas arrêtée avec la guerre froide, mais un nouveau type de course et de rivalité a vu le jour. Comme les deux nations ne pouvaient pas imposer leur domination à l'autre, elles ont décidé de dominer quelque chose d'autre, l'espace extra-atmosphérique. L'Union soviétique a mis en place le programme spatial soviétique pour faire ce que les autres nations ne pouvaient pas faire, explorer l'espace avec ses vastes ressources financières, ses connaissances scientifiques et sa force de travail. Le programme spatial soviétique a établi de nombreux records dans le domaine de l'exploration spatiale, l'un d'entre eux étant le premier à envoyer une femme dans l'espace. L'Union soviétique semblait avoir la plus grande ambition de conquérir l'espace, compte tenu de ses premières réalisations révolutionnaires. C'est elle qui a lancé le premier satellite artificiel au monde, Sputnik. Elle a également été la première à envoyer un animal dans l'orbite terrestre et à le ramener ensuite. Ils ont jeté leur dévolu sur des objets spatiaux tels que la Lune et la planète voisine de la Terre, Vénus. L'atterrissage d'un vaisseau spatial sur Vénus est un événement phénoménal qui s'est produit dans les années 1960. La mission Venera visait à recueillir autant d'informations que possible sur Vénus. La mission Venera a été très inspirée par le fait que Vénus a toujours été connue pour son climat rigoureux. La pression atmosphérique de Vénus est environ 92 fois supérieure à celle de la Terre. À cela s'ajoute le problème des gaz hautement toxiques comme le dioxyde de carbone et le soufre présents dans l'atmosphère. Grâce à tous ces gaz piégés dans l'atmosphère, la chaleur sur Vénus est extrêmement élevée, même plus élevée que sur Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil. Bien que Mercure soit plus proche, son atmosphère n'est pas aussi dense que celle de Vénus. Ainsi, alors que Mercure dissipe la chaleur du Soleil, Vénus retient toute la chaleur. Par conséquent, Vénus est toujours extrêmement chaude, avec des températures avoisinant les 400 degrés Celsius, de jour comme de nuit, alors que Mercure se refroidit à moins 173 degrés Celsius pendant la nuit. Ce sont là, entre autres, les défis auxquels l'Union soviétique a dû faire face lors de la mission Venera. Ces mêmes facteurs expliquent probablement pourquoi la NASA n'a pas tenté d'explorer la planète Vénus, préférant se concentrer sur la Lune et Jupiter. La décision courageuse des Soviétiques d'explorer Vénus s'est heurtée à une forte résistance au début, puisque les deux premières missions Venera, au début des années 1960, ont échoué. Venera 3 a été lancée en 1965 mais s'est écrasée sur Vénus sans rapporter de données. Mais en 1967, Venera 4 a réussi à se poser sans encombre sur le monde hostile de Vénus et à envoyer des données aux scientifiques soviétiques. Ce fut un moment à couper le souffle. Avant cette date, on ne savait pas grand-chose de Vénus, si ce n'est qu'elle était recouverte d'épais nuages effrayants. Grâce à Venera, 4 scientifiques ont appris que l'atmosphère de Vénus ne contenait ni oxygène ni eau, mais essentiellement de l'oxyde de carbone 4. Ils ont également découvert qu'il n'y avait pas de champ magnétique sur Vénus. Au total, la sonde Venera 4 a passé environ 90 minutes à collecter des données. Peu après, elle a fondu sous la pression et les conditions atmosphériques impitoyables de Vénus. Dans les années qui ont suivi le lancement de Venera 4, 12 autres missions Venera ont été menées, toutes couronnées de succès. Les missions Venera 5 et 6 ont été lancées en janvier 1969 à environ 5 jours d'intervalle.
Ces derniers modèles de vaisseaux spatiaux Venera ont été modifiés de manière à pouvoir résister à une plus grande pression et à collecter des données plus précises. Grâce à ces modifications, les soviétiques ont recueilli une montagne de données sur la mystérieuse planète. Venera lui a pu prendre des photos et des clips de Vénus, malgré un climat épouvantable. Mais les sondes spatiales Venera 9 à 12, lancées entre 1975 et 1978, sont les plus impressionnantes. Elles pèsent jusqu'à 11 000 livres chacune et leurs atterrisseurs peuvent prendre des photos claires et précises. Cependant, les photos de l'exploration de Vénus ont été gardées secrètes par l'Union soviétique jusqu'à ce qu'un astronaute soviétique les divulgue. Les soviétiques ont également gardé secrets les détails du programme d'exploration de Mars. Le succès de la mission Venera a incité les Russes à creuser davantage dans le cosmos, et ils ont donc jeté leur dévolu sur la planète sœur de la Terre, Mars. Les missions martiennes étaient une série de missions lancées par le programme spatial soviétique entre 1960 et 1973 pour explorer la planète rouge. Les engins spatiaux utilisés pour ces missions étaient dépourvus d'équipage et se composaient généralement d'atterrisseurs, d'orbiteurs et de sondes de survol. Le premier lancement, en 1969, a été un échec total en raison de défauts techniques et de conception. Mars 2 et Mars 3 ont été lancés à l'identique, à quelques jours d'intervalle. Mars 2 a été lancé le 19 mai 1971. Mars 3 a été lancé le 28 mai 1971 avec le même poids que Mars 2. Ces vaisseaux ont été conçus pour couvrir l'espace de 200 millions de kilomètres entre Mars et la Terre. Ils présentaient des caractéristiques telles que des capsules d'atterrissage sphériques, des boucliers de freinage coniques, des rétrofusées et des systèmes de parachute, et pesaient 4650 kg. Ces caractéristiques ne sont pas différentes de celles que nous trouvons aujourd'hui dans nos capsules spatiales, mais il y a une chose que les Russes ont faite qui est très similaire à quelque chose que nous utilisons encore aujourd'hui dans l'exploration spatiale. On peut dire que ce sont les Russes qui ont eu l'idée en premier lieu, avant que d'autres nations, comme les États-Unis et la Chine, ne suivent l'invention des rovers dans leur quête de conquête de Mars. Les Russes ont créé le rover Protem. Ce génial appareil spatial, de forme carrée et pesant environ 5 kg, a été conçu pour effectuer les observations qu'un astronaute aurait faites s'il avait été physiquement présent. Le rover a été conçu pour naviguer facilement sur la surface martienne grâce à ses skis spéciaux qui lui donnent une sorte de mouvement de sautillement. Il s'agit d'une véritable œuvre d'ingéniosité conçue pour naviguer sur les terrains accidentés de Mars. Les systèmes de détection de ce petit chef-d'œuvre pouvaient détecter les rochers ou les fossés qui se trouvaient devant lui et les éviter complètement. Mais le fait le plus intéressant est que les soviétiques ont pu concevoir ce robot pour qu'il fonctionne de manière autonome dès 1971. Le rover Protem a été le premier engin d'exploration robotique, mais il n'était pas sans fil. Un câble d'environ 15 mètres de long le reliait à la capsule d'atterrissage. Grâce aux données transmises par ce petit robot, les soviétiques ont pu en apprendre davantage sur la densité, la texture et la résistance du sol martien, entre autres. Ils auraient fait bien plus de découvertes si le rover avait duré un peu plus longtemps. Mais Protem n'a duré qu'une vingtaine de secondes. La sonde Mars 2 n'a jamais pu atterrir, mais elle s'est écrasée lamentablement à cause d'un dysfonctionnement de ses systèmes. En revanche, le vaisseau Mars 3 a parfaitement réussi son atterrissage, devenant ainsi le premier vaisseau construit par l'homme à réussir un atterrissage en douceur sur la Lune. Les missions Mars 2 et Mars 3 sont entrées dans l'histoire comme les missions pionnières sur la surface martienne. La mission Mars 3, tout comme Mars 2, pesait environ 4650 kg. Elles étaient composées de deux parties principales, un orbiteur et un module d'atterrissage. L'objectif principal de ces vaisseaux spatiaux était d'observer Mars depuis son orbite, mais aussi de près depuis sa surface, qu'il s'agisse d'images ou de données sismiques. Le vaisseau spatial a été conçu pour obtenir autant d'informations que possible, et il a donc été préinstallé avec divers instruments, comme des spectromètres ultraviolets, des caméras photos, des infrarouges. Les spectromètres ultraviolets ont analysé l'atmosphère et le sol de Mars, tandis que les magnétomètres ont mesuré l'intensité et la direction du champ magnétique et que les radiomètres ont recueilli des données sur la pression atmosphérique et les niveaux de vapeur d'eau. Mars 2 et 3 étaient donc des vaisseaux très sophistiqués, dotés d'une technologie très en avance sur leur temps. Ces deux engins spatiaux sont dotés d'un élément spécial, l'atterrisseur, conçu pour survivre à l'impact brutal de la descente. L'ensemble du concept du système d'atterrissage est très fascinant. Tout d'abord, la séquence d'atterrissage implique le déploiement d'un parachute spécialement conçu pour l'atmosphère martienne, puis une série de rétrofusées sera activée après un court instant pour faciliter un atterrissage en douceur. Mais peu de temps après l'atterrissage, l'URSS Mars 3 a soudainement perdu le contact avec la base. Cependant,
l'URSS avait désormais acquis une grande quantité de connaissances scientifiques et de progrès technologiques et avait goûté à la victoire. Ses ambitions n'ont donc pas été freinées, même si les missions martiennes de l'URSS ont peut-être été motivées par le désir de surpasser les États-Unis. Il y avait également un autre objectif. Les Soviétiques cherchaient également la réponse à un grand mystère, celui des extraterrestres vivant sur Mars. Le rover martien n'était pas seulement équipé pour observer et analyser le sol et les conditions météorologiques, il était également équipé pour rechercher des signes de vie biologique. La sonde Mars 3 a transmis la première image en direct de Mars, mais ce n'était pas grand-chose. Tout ce que l'on pouvait voir sur l'image était un fond gris, et il était pratiquement impossible de détecter un extraterrestre ou quoi que ce soit d'autre à partir d'une telle image. Néanmoins, il s'agit d'une avancée remarquable dont l'Union soviétique est très fière. Mais voici la chose choquante qui s'est produite après l'atterrissage martien de l'Union soviétique. Le secret a été révélé par un astronaute soviétique. Le Mars 3 s'est tué après environ 15 secondes de transmission de données vers la Terre. Personne ne sait ce qui a provoqué cette interruption soudaine de la transmission, mais l'appareil ne s'est jamais rallumé, et c'est ainsi que ce qui aurait été une mission splendide s'est brusquement terminé. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer cette interruption soudaine de la transmission. Certains ont dit que c'était à cause de la tempête de poussière martienne à la surface. Mais d'autres groupes pensent qu'une entité martienne a dû faire quelque chose pour faire échouer la mission Mars 3. En d'autres termes, des extraterrestres pourraient être à l'origine de cette grande mésaventure. La perte de transmission a été un mauvais tournant, puisqu'il n'y avait aucun moyen de communiquer, les scientifiques de la base n'avaient aucun moyen de discerner le sort de Mars 3 ou de son rover. Le rover Protem était censé être manipulé par le bras spécialisé du vaisseau spatial Mars 3 auquel il était attaché. Il était également conçu pour ne se déplacer que dans le champ de vision des caméras installées sur Mars 3. Idéalement, ce rover aurait dû s'arrêter pour prendre des mesures à chaque fois qu'il parcourait une distance d'1,50 m. Malheureusement, il n'a jamais eu l'occasion d'explorer une grande partie de la surface martienne. Pour votre information, les Soviétiques n'ont jamais mentionné les rovers Protem dans les rapports officiels. En fait, ils ont gardé le secret pendant plus de 20 ans. C'est plus tard, en 1990, que ce secret a été divulgué et que le monde entier a appris que ces petits robots avaient été déployés sur Mars. Des sources révèlent également que les vaisseaux spatiaux Mars 6 et Mars 7 étaient également équipés de rovers. Tout cela nous amène à nous demander si les Soviétiques n'ont pas caché d'autres détails au reste du monde, peut-être d'autres créatures terrestres, ou peut-être un martien. En tout cas, le paysage martien a toujours présenté plusieurs caractéristiques et phénomènes qui intriguent les astronomes depuis des décennies. L'un de ces phénomènes est celui des épiques tempêtes de poussière qui semblent sortir de nulle part et balayer le paysage. Ces tempêtes de poussière peuvent parfois durer des semaines. Lorsque cela se produit, la planète rouge ne ressemble plus à une boule rouge sans vie, mais à une sphère d'ambre floue et déchaînée. La topographie et les conditions atmosphériques de Mars facilitent grandement la formation de ces tempêtes de poussière, et le vide du paysage les rend d'autant plus efficaces. Juste avant que le rover Mars 3 ne fasse silence radio, la dernière chose que les caméras ont captée était un arrière-plan gris. C'est pourquoi la plupart des experts et des scientifiques de l'Union soviétique pensent qu'une tempête de poussière a dû engloutir Mars 3 et provoquer sa mort prématurée. L'exploration spatiale comporte toujours des incertitudes. Même après avoir planifié l'ensemble du voyage et mis en place tous les éléments nécessaires à la réussite de la mission, rien ne garantit que les choses se dérouleront comme prévu. Mars 2, par exemple, avait tout ce qu'il fallait pour réussir son atterrissage, mais les systèmes de la fusée ne se sont pas enclenchés à la dernière minute, ce qui a conduit à un crash épique. Même au cours de la célèbre mission Apollo, une situation similaire s'est produite lorsque le module lunaire n'a pas réussi à se poser proprement. Si Neil Armstrong n'avait pas eu l'idée rapide de prendre le contrôle manuel du vaisseau, la mission Apollo s'est peut-être terminée de manière tragique pour les deux hommes. Tels sont les dangers de l'exploration spatiale. Mais le bon côté de ce genre d'événement est qu'il donne à la communauté scientifique l'occasion d'apprendre et d'évoluer sur le plan technologique. Lorsque des accidents surviennent dans l'espace, les scientifiques enquêtent pour trouver ce qui n'a pas fonctionné, puis réfléchissent à la manière de résoudre le problème. C'est ainsi que la technologie de l'exploration spatiale a évolué au fil des ans. Après l'accident de Mars 3, l'Union soviétique a fait tout ce qu'elle pouvait au cours des missions suivantes pour éviter qu'un tel événement ne se produise. Entre 2000 et 2010, les capacités technologiques en matière d'exploration spatiale ont considérablement progressé. La NASA a donc lancé en 2005 la sonde MRO, Mars Reconnaissance Orbitée, pour explorer Mars.
Cet outil était équipé d'instruments de la nouvelle ère, comme une caméra à haute résolution si précise qu'elle pouvait capturer même les plus petits objets de la surface martienne. La sonde spatiale s'est lentement mise en orbite autour de Mars, et l'un de ses principaux objectifs était de trouver des traces de la sonde Mars 3 qui s'y était posée des décennies auparavant, en 1971. Armés des images et des données de la transmission de Mars 3, les scientifiques américains ont essayé de cartographier les coordonnées de l'atterrissage de Mars 3 et ont commencé leurs recherches, en essayant de ne négliger aucune piste. Les recherches ont été longues et difficiles. En outre, plusieurs décennies s'étant écoulées, il y avait de fortes chances que les débris de Mars, la troisième, aient été ensevelis sous la poussière ou balayés par les tempêtes qui faisaient rage sur la planète. Mais imaginez la surprise lorsque la sonde MRO a pris des photos intéressantes montrant des débris et des objets ressemblant à des pièces de vaisseaux spatiaux accidentés. Un élément très reconnaissable sur les photos était le parachute. Il est toujours étonnant qu'il ait pu survivre après toutes ces années. Juste à côté du parachute se trouvait un objet métallique circulaire qui, selon de nombreux experts, pourrait être l'atterrisseur de Mars 3. Ils ont également découvert une zone sombre à proximité, soupçonnée d'être le point d'atterrissage. Cependant, même avec toutes les informations contenues dans ces images, les chercheurs n'ont pas pu déterminer ce qui a pu provoquer l'arrêt inopiné de Mars 3. Néanmoins, tout cela prouvait que la mission soviétique sur Mars n'était pas un canular et qu'elle avait réellement réussi. C'est ainsi que la NASA a contribué à prouver l'authenticité de l'exploit de l'Union soviétique, en tant que rivale de longue date des Russes. On aurait pu penser qu'il en résulterait une nouvelle rivalité dans l'espace, mais c'est plutôt un partenariat qui a vu le jour, la création de quelque chose de nouveau, la Station spatiale internationale. Mais un événement choquant s'est produit en 2020 lorsqu'un astronaute soviétique a partagé des images d'OVNI avec le reste du monde sur les médias sociaux. L'astronaute russe, communément appelé cosmonaute, était en orbite autour de la Terre à l'ISS. Il a enregistré une vidéo des aurores boréales, un magnifique phénomène spatial que les astronomes appellent affectueusement « Aurora Australis ». Les aurores australes sont tout simplement les lumières du sud que l'on voit dans le ciel nocturne depuis la Terre. Elles se produisent notamment en Australie, en Antarctique, au Chili, en Argentine et en Nouvelle-Zélande. Le spectacle est toujours magique, avec un mélange de lumière verte et d'autres couleurs de l'arc-en-ciel dansant dans le ciel nocturne. Depuis l'espace, ces lumières peuvent encore être vues comme une sorte de couronne assise au-dessus de la Terre. Ce cosmonaute, qui s'appelle Yvan Ranger, s'amusait à admirer les aurores jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose d'autre qui se déplaçait dans une formation unique. Dans la vidéo, on voit le bord incurvé de la Terre, plusieurs étoiles en arrière-plan et des aurores peu visibles. Mais en regardant de près sur la gauche, on découvre un groupe de 4 ou 5 objets dotés de lumière brillante qui glissent lentement au-dessus de la Terre, à égale distance les uns des autres. La brève vidéo ne dure qu'1 minute environ, mais l'homme qui l'a postée explique qu'il l'a filmée en time-lapse. En temps réel, ces objets ont duré environ 52 secondes. L'étrange vidéo a rapidement attiré l'attention sur les médias sociaux, une grande partie de la population soutenant le cosmonaute dans sa conviction qu'il s'agissait en fait d'OVNI, l'apparition et la disparition mystérieuse des objets et leur formation unique étant assez similaires à plusieurs de nos expériences avec les OVNI au fil des ans. Cependant, la Station spatiale internationale n'a jamais commenté cette question. En fait, elle n'a pas mentionné la vidéo depuis 2020, bien qu'Yvan Ranger l'ait soumise à son analyse. Une fois de plus, nous nous retrouvons avec un mystère spatial entre les mains, sans aucune réponse. De tels scénarios nous amènent à nous demander ce que les agences d'exploration spatiale savent de plus que le reste du public. Depuis longtemps, des agences telles que la NASA ont fait l'objet d'attaques et d'allégations de la part de dénonciateurs concernant certaines fuites d'informations sur les extraterrestres et les OVNI, mais il semble que d'autres agences spatiales soient également impliquées dans la dissimulation de secrets sur le cosmos au grand public. Les missions soviétiques d'exploration de Vénus et de Mars ont permis de recueillir un grand nombre de données et d'informations sur ces planètes. Pourtant, comme l'a révélé un astronaute soviétique, toutes ces données n'ont pas été communiquées au public. Lors de la dernière mission Venera en 1982, elle a même détecté des traces de molécules organiques à la surface, ce qui laisse supposer que des formes de vie biologique pourraient être présentes sur la planète. On peut donc se demander s'il y a des extraterrestres sur Vénus et si les soviétiques les ont rencontrés par hasard au cours de l'une de ces missions. Pour l'instant, nous ne connaissons pas les réponses, mais nous espérons que dans un avenir proche, toute la vérité sur ces missions de l'agence spatiale sera révélée, que ce soit officiellement ou non. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.